two main advantage. With two main advantage can be drawn out. The first one is to reuse waste as a new material for the construction, and the second one is to produce an alternative SCM for the production of low carbon dioxide cement. Et voilà, dans la partie de matériaux et méthodes, je commencerai par une petite introduction sur le sédiment étudié. Voilà, c'est la zone de décantation de sédiments du port de Libé, suivi par le pré-traitement de sédiments au laboratoire par le séchage et le broyage. Et les sédiments broyés ont été calcinés au four flash et four classique à 700 degrés C. Mais dans cette présentation, je vais présenter que les résultats avec le sédiment au four flash. Mais pourquoi à 700 degrés C? Pour répondre à cette question, je vous présenterai la première caractérisation de sédiments bruts avec la diffraction des rayons X. Ils nous permettent d'identifier plusieurs phases minéraux comme la calcite, les clinochlores, illite muscovite, kaolinite, du quartz, albite, anorthite et du sel. Et suivi par les analyses thermiques qui nous permettent de confirmer la présence des phases, particulièrement des agiles, par le phénomène de déhydroxylation entre certaines ranges de température. Donc, la calcination flash à 700 degrés C est pour but de l'éliminer de la fraction organique dans le sédiment et en plus déhydroxyler des agiles. Par contre, et tout cela, ce sont pour limiter la décarbonatation de calcite pendant la calcination pour la production de ciment à faible impact CO2, ce qu'on appelle le ciment vert. Et la méthode expérimentale qu'on a réalisée, c'est pour l'étudier l'effet de la calcination flash sur la caractéristique physico-chimique et minéralogique du sédiment, la réactivité du sédiment par le test R3 du groupe LNTCTAM, le résistant mécanique. On intéresse aussi au retrait de dessiccation et endogène, l'étude sur la microstructure de la pâte de liant avec 30% de ciment et la durabilité des mortiers à la base de ciment à la fin. On s'intéresse sur la carbonatation, essai de porosité, perméabilité et le coefficient de diffusion. Et en entrant sur le résultat, étude sur l'effet de la calcination flash et la caractéristique physico-chimique et minéralogique du sédiment. Voilà, c'est la courbe granulométrique de ciment Portland en noir, le sédiment brut en bleu et le sédiment flash en rouge. On voit bien que le sédiment brut a le même, la courbe granulométrique de sédiment brut est très proche à celle de ciment Portland. Alors qu'après la calcination, on voit que la courbe de distribution granulométrique de sédiments flash est de bien plus gros. Comme indiqué dans le tableau, le D50 de sédiments flash est à 11,5 micromètres, alors que le brut c'est à 8,2. Pour l'analyse thermogravimétrique de sédiments bruts et flash, on divise par 4 catégories de la température de décomposition. Il y a le premier, le départ de l'eau libre. La deuxième partie, c'est la décomposition matière organique, déhydroxylation de la kaolinite et déhydroxylation de l'illite. La troisième partie de la range de température, ça montre la décarbonatation de calcite. Et le dernier, c'est la déhydroxylation de la muscovite. Pour les analyses DAEC, dans l'état brut, on s'intéresse sur 4 phases principaux. Il y a kaolinite, calcite, illite et muscovite. Après la calcination flash, on ne voit plus la présence de kaolinite dans le sédiment flash. Et pour la calcite, illite et muscovite, pour le calcite et muscovite, il en reste, mais l'illite, on ne sait pas encore sûr sur la présence de l'illite parce que le ray
de la diffraction s'est superposé avec le muscovite. Afin de quantifier l'effet de la calcination flash sur la réactivité du sédiment, nous avons réalisé le test Ollier-R3. Le résultat a montré que le sédiment brut a une activité semblable à celle d'un quartz, alors que le sédiment calciné développe une réactivité proche d'une centre volant. Et afin d'étudier la réactivité en termes de résistance mécanique, nous avons travaillé sur 4 formulations du mortier. Le mortier de référence en noir, le mortier avec 30% de brut en bleu, le mortier avec 30% de sédiment flash en rouge et le mortier avec sédiment flash avec 1,2% de adjuvant en vert. 1,2% de l'adjuvant a été fixé pour avoir la même rhéologie que le mortier de référence. Les résultats de résistance en compression en fonction du temps montrent que le sédiment flash développe de meilleures résistances que le reste de sédiment brut. Et avec certaines quantités de l'adjuvant, nous avons la même résistance à partir de 28 jours, malgré que la porosité est plus grande à 28 jours et 56 jours pour le mortier avec le sédiment contenant l'adjuvant. Pour l'effet de la calcination flash et la réactivité, c'est des pâtes. On a 4 formulations aussi pour les pâtes. Et ça, c'est le résultat de l'analyse à 28 jours de diffraction des rayons X. On a remarqué sur la formation de nouvelles phases de calcium aluminium hydraté. Quand la pâte, il y a le mélange de sédiments dedans. Et avec l'analyse ATG, j'avais tracé l'hydratation à 24 heures et 28 jours. C'est très évident avec la formation des différents hydrates étrangers, le CSH, monocarbonate et le C4AH13 et la portlandite. Avec l'observation au MEB à la pâte à 182 jours, la pâte contenant l'adjuvant. Si on fait un zoom sur la plaque de muscovite ici, on voit qu'à l'interfeuillet, il y a la bonne adhérence entre les pâtes de ciment et de la plaquette de muscovite. Et même si on fait la surface de la muscovite avec la matrice de ciment, on voit la bonne adhérence aussi. Pour la carbonatation du mortier de référence et avec le mortier le mortier contenant 30% de sédiment flash avec l'adjuvant 1,2%, on a vu que avec l'incorporation de sédiments dans la formulation du mortier, il donne la résistance à la carbonatation plus faible. Ça veut dire que la cinétique de carbonatation est plus grande que le mortier de référence, ce qui est cohérent à l'étude de littérature de l'autre avec d'autres écoliens, par exemple le laitier ou le centre volant. On voit ici le coefficient de la carbonatation plus grand. For the conclusion, to sum up, the sediment possesses a 10 fraction of clay which can be thermally activated and especially by flash calcination. And the reactivity is similar to weak of fly ash. We can see that the mortar with 30% of flash sediment give better compressive strength than that with raw sediment. And with appropriate amount of super plasticizer, we can get the same compressive strength as mortar with 100% of Poland cement after 28 days. And this can be explained by microstructure modification due to different hydrate content. Mortar with raw and flash sediment can always give lower carbonation resistance compared to the reference mortar. And this result agree with literature review of slag and fly ash. In the perspective, it is also interesting to vary the percentage of sediment in order to respond to the increase annually of that sediment.
And we can also verify the activity of other sediment and propose the method that can be applied with sediment from different sources. And thank you for your attention. And if you have any questions. Merci beaucoup pour votre présentation. Donc, on va poser quelques questions. Je vais commencer, si vous voulez bien. Oui. Vous avez donc traité le sédiment avec une calcination flash. Est-ce que vous pouvez définir un peu mieux ce que c'est qu'une calcination flash? Alors, j'ai bien compris là avec votre présentation pourquoi vous allez pas plus loin que 700 degrés, donc pour éviter la décarbonatation, effectivement. Mais pourquoi vous appelez ça une calcination flash? La calcination flash qu'on a effectuée parce qu'en fait, on a passé rapidement le sédiment dans un silo. Le silo, on a préchauffé et on passait rapidement et comme ça, le temps, quelques secondes de la chauffe, ça ne va pas détruire tous les calcites qui sont dedans. Mais c'est capable de déhydroxyler certaines phases d'argile. D'accord. Et donc rapidement, c'est quelques secondes, quoi. Oui, c'est ça. Moi, j'ai une question par rapport au sédiment. Vous parlez de la fraction argileuse du sédiment. Il y a combien d'argile dans votre sédiment? En fait, actuellement, on a fait la quantification en cours sur la méthode de Rietveld par la diffraction des rayons X. On a fait la quantification, mais ils sont en cours là. 149,29. Pour la quantification par Rietveld, il n'est pas encore suffisant. En plus, on fait par EDS en couplant par les analyses images. D'accord. Et toujours dans le même ordre d'idée, ce sont des sédiments qui sont riches en matière organique ou pas? La matière organique, je vous présenterai le pourcentage en masse. C'était 6% initialement. Ah oui, pardon, 6%. Oui, c'est ça. Ça allait un peu vite. Et toujours une question sur le sédiment. Quelle est la teneur en sel? Du sel, du chlorure, j'avais quantifié aussi là. Mais je n'ai pas mis dans la présentation. J'avais quantifié du sel, le chlorure libre et le chlorure lié totaux dans le sédiment. Mais le pourcentage du sel ici, j'avais vérifié avec 30% d'incorporation dans la formulation. Ça peut correspondre à l'utilisation dans la norme 206.1 pour les métalliques noyés avec 0,4%. D'accord. Donc, c'est juste oui. limite. Oui, c'est limite oui. Parce que voilà. Nous, on n'a pas lavé les sédiments avant de faire la calcination. OK. Là, sur les courbes granulométriques, vous montrez que le sédiment devient plus grossier après la calcination. Oui. Est-ce que c'est un inconvénient pour vous? Non, physiquement, c'est pas... si, oui. Il y a un peu il y a un inconvénient, surtout sur la consommation de l'eau. Il y a un peu plus de consommation de l'eau après, oui. Ouais. Après, ça dépend comment on l'associe avec le ciment. Peut-être que avoir un matériau un peu plus grossier et un ciment un peu plus fin, ça peut aussi, du point de vue de la compacité, être un aspect positif. Une chose que je n'ai pas très bien compris dans vos résultats, c'est l'effet positif de l'adjuvant sur la résistance, qui est quand même non négligeable. Quand vous rajoutez, je crois, 1,2% d'adjuvant, vous augmentez beaucoup la résistance à la compression, je crois. Oui. Oui. Comment vous expliquez ce résultat? Ouais. Vous passez de 45 à 60 mégapascales, je crois. Oui, parce que en fait, l'adjuvant, on a ajouté pour juste de gérer la maniabilité de mortier
pour avoir la rhéologie proche à celui de référent pour pouvoir comparer. Mais heureusement, on a bien choisi la superplastification. Mais du coup, la résistance aux compressions, il monte. Mais malheureusement, on ne sait pas la caractéristique en détail de superplastification. Mais c'est quand même un résultat un peu surprenant. En fait, j'avais testé avec plusieurs types d'adjuvants, ce qu'on en a dans le laboratoire. Il y a 4 ou 5 types de l'adjuvant, mais il n'y a que celui-là qui donne le meilleur résultat. D'accord. Alors, je présente que celui-là. Ok. Je pense qu'on va passer ouais. Bah, merci beaucoup pour à l'exposé suivant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et donc, la présentation suivante sera donnée par Hongwei Wang de l'IMT Lille Douai. Est-ce que vous voulez bien partager votre écran, s'il vous plaît? Madame, oui, vous pouvez arrêter le partage. D'accord, oui, il va pardon. falloir que vous arrêtiez. Oui, c'est bon. Voilà. Yes. Can you share the screen, please? Okay. Okay, you have 10 minutes. Hello, everyone. I'm Hongwei, a PhD from EMD Lille Douai. As you see, my research is about valorization of marine sediments with novel eco-friendly OPC and CSA composite binder. Today, my research includes 4 parts. Part 1 is research background. As we know, sediments usually dragged from river, lake, ocean, and so on. It regards as a kind of waste due to the high water content, high compressibility, high organic matter content, and pollution. Every year, the volume of dredged sediments is more than 50 million cubic meters in France, and about 160 million cubic meters in China. Therefore, it's an interesting challenge to manage such a large amount of sediments. The traditional solution to manage sediments, such as land deposit and ocean dropping, is gradually abandoned due to the environmental impacts. Therefore, we use sediments with stabilization solidification technology in the construction field, not only solve sediment management problem, but also provide a new resource of construction material. Now there is a lot of research about valorization of sediments in civil engineering, including in concrete, brick, block, road, aggregate, clinker, and so on. In this study, we focus on the valorization of sediments as a road material. However, the most frequently used binder, ordinary Portland cement, OPC, has some significant environmental impacts, high energy consumption, and high carbon dioxide emissions. CSA cement is produced at around 1,250 degrees centigrade. The process reduces the energy consumption and the carbon dioxide emission as compared to OPC production, which is carried out at 1,450 degrees centigrade. Therefore, the CSA cement could be as a green, low carbon, and environmental friendly binder.
And the main objective of this study is to evaluate the effects of using a novel and green OPC-CSA binder to solidify the sediments in the road field. Part 2 is research content. The sediment used in this study is judged from Dunkirk Point in the north of France by a series of tests to get the physical characteristics of the studied sediment. This is the results. This table shows the mineralogical composition of the OPC and CSA binders in this study. It could be easily found that the main mineral phase of OPC is alite, while yelimite is the main mineral phase of CSA. In this study, the experimental program includes modified Proctor compaction, CBR index, compressive strength, tensile strength, and elastic models. In the end, a simplified carbon footprint analysis will be carried out. Part 3 is results and analysis. Figure 4 is the maximal dry density and corresponding optimal water content of treated sediment with different binder content. And CBR index is an important parameter to analyze the bearing capacity of compacted materials. Figure 5 summarizes all the CBR index value at the optimal water content. From the results, we can conclude that the bearing performance is significantly improved compared with raw sediment. And the impact of the CBR of CSA addition is higher than OPC addition. The incorporation of OPC and CSA in sediments is effective for the improvement of mechanical behavior than OPC and CSA single binder. The improvement of mechanical performance not only include compressive strength and elastic models, but also include tensile strength. This is the classification of treated material according to this European standard. All the OPC CSA solidified specimen belong to the class of T1 and T2. This means that this treated material could be used as filling materials in low class road. In this part, simplified in this part, based on this reference, we used a simplified theoretical approach to estimating the carbon footprint of OPC and CSA composite binder. As you see, the CO2 emission of cement manufacturing process include 3 parts. For energy derived, raw material derived, and indirect energy emissions. And for this analysis, indirect energy emissions isn't considered. We think it's the same for OPC and CSA. After we have the mineral composition of OPC and CSA in this study. And based on this reference, we can calculate the total CO2 emissions for every mineral phase. This is the result. After by adding this value, we can get the total CO2 emissions for OPC and CSA in this study. This is the result for OPC and CSA. Furthermore, we can conclude the total and reduce the CO2 emission for any ratio of OPC and CSA.
we can find in this study. OPC CSA complete binder used for treatment sediment offers potential CO2 emissions saving from 14% to 41% compared to with OPC. Part 4 is the conclusion. By the series of studies, OPC CSA complete binder could be considered as a green and high performance binder for the solidification stabilization of marine sediment. Thank you for your attention. Thank you very much for your very nice presentation. The first question, very simple for me. Do you think the carbon dioxide is the only parameter we have to consider if we want to extend the use of this binder in the stabilization of, I would say in general, the soil for road application? What is the availability of the initial sources for the production of the such binder? For this question, as we know, normally OPC is the most frequently used binder for soil or sediment. But I think we need to care about the environmental impact for OPC. So, of course. We try to use other binders to try to replace the OPC used for solidified soil. For this proposal, we not only consider CO2 emissions, so we test the geotechnical parameter to compare if its effectiveness. Okay. It's okay. Yeah, the question is about you only consider here the carbon dioxide, the reduction or emission. Okay. Do you think we could consider other parameters like the energy used for the production of the binder, the fuel, and so on? Can we limit the comparison to only the carbon dioxide? Yes, I want to say not only consider carbon dioxide emission. I also compared the geotechnical parameter. Yes. Yeah. But for my research, firstly, I care about the CO2 emission. Then I want to compare if the geotechnical parameter is higher than OPC or it's less worse than OPC. So okay, in my results, OPC and the CSA complete binder, the mechanical performance is higher than OPC. So for OPC and CSA complete binder, it have higher mechanical performance. Also, it have lower CO2 emissions. Okay, thank you. Just a last question. Is there some issue with lixiviation of this kind of binder? Soil pollution, in fact. Yes, I do some tests about this parameter, but it not include this precipitation. Okay. For my material, firstly,
this kind of sediment. The latching test shows this material isn't pollution. Okay. So, and after solidified, it's also not pollution. It's below the limit of the standard. Okay. Okay, thank you. Thank you very much. Thank you very much. On passe à la présentation suivante. I can stop. Yes, Yes, please. You can stop sharing your screen. Donc, prochaine présentation, Sarah Al-Haj Sleiman. Oui, bonjour. Du GEM. Bonjour. Donc, vous avez 10 minutes de présentation. On vous écoute pour présenter vos travaux. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Sarah Al-Haj Sleiman, doctorante en 3e année de thèse CIFRE associant l'ATIL à Centrale Nantes. Je travaille sur le développement d'un protocole de prédiction de la dégradation du béton en période hivernale. Let's first begin with a general introduction about concrete pathologies. Our civil engineering structures suffer from several attacks that could affect their surface conditions, such as leaching, shrinkage, carbonation, chloride ions, and freeze-thaw. Concrete under the action of freeze-thaw is found exhausted, degraded, and the degradation of concrete under the action of freeze-thaw can take two principal forms, internal damage and superficial scaling. We all had the idea to put a bottle full of water inside the freezer during summer before the fresh, and then come and find the bottle explode inside the freezer. Well, this is because of the expansion of 9% in volume that combines the transformation of water into ice. But now imagine all this happening inside concrete. It is more complex because it involves transformation. This transformation involves thermal expansion and pressures that may be developed inside concrete porosity and have negative consequences on its overall mechanical properties. In this work, we will focus on the superficial scaling. Vu la sévérité des mécanismes impliqués, pour assurer la longévité du matériau, augmenter sa résistance et protéger l'usager, un contexte normatif a été développé, tels que les travaux du CEN et de l'ANF, et à l'international, les travaux du BMQ de l'ASTM. Le rôle, c'est d'élaborer des documents normatifs pour évaluer la résistance du béton au gel-dégel, en l'exposant dans une enceinte climatique à des cycles thermiques et en prenant les mesures des masses écaillées pendant l'essai. Et le cycle de gel-dégel imposé pendant l'essai normatif d'écaillage est le centre d'intérêt de notre travail de recherche. Pourquoi? Parce que si l'on considère les cycles de gel-dégel imposés dans les cycles normatifs à l'échelle européenne, nous constatons qu'il s'agit de cycles allant de plus 20 à moins 20 degrés Celsius, avec des vitesses de refroidissement et de réchauffement trop agressives et trop dispersées. On pourra donc se demander sur la représentativité de ces cycles normatifs, tant en ce qui concerne les températures minimales, maximales, mais aussi les vitesses de refroidissement et de réchauffement imposées. Et cela constitue la problématique de notre travail de recherche. Et pour résoudre cette problématique, nous avons adopté la méthodologie suivante. Nous avons commencé par un essai sur site nous permettant d'étudier la représentativité des essais normatifs d'écaillage. Ensuite, dans le cadre d'un essai de labo, nous avons mis le point sur la dispersion des conditions de l'essai normatif et les résultats de cet essai ont été complétés par une modélisation des déformations du béton exposé au gel-dégel. Finalement, nous avons proposé un nouveau cycle de gel-dégel pertinent à la base des conditions météorologiques de gel-dégel dans les pays à climat modéré ou sévère. Et pour commencer à vous exposer la méthodologie adoptée, nous allons commencer par l'essai sur site. Et pour cet essai, nous avons choisi le site du Mont Igual en France qui apparaît en jaune sur la carte. Eh bien, pourquoi le Mont Igual? C'est parce que c'est une zone de gel modéré ou sévère, selon les classifications de la norme française. Il est situé à une grande altitude et là-bas, on a une station météo complète, donc on a accès aux différents paramètres météorologiques qui pourraient nous servir. Nous avons déposé à l'Igual 2 grands blocs de béton équipés de thermocouples en surface pour le suivi de la température et 8 éprouvettes pour le suivi d'écaillage. Voici le plan de la campagne expérimentale adoptée. Après confection des cubes chez Sigma Béton de l'entreprise Vica, nous avons conservé les éprouvettes et pendant la cure, nous avons réalisé le sciage des cubes en 2 pour obtenir une surface sciée et une face ronde de moule. Ensuite, on configure les éprouvettes pour finalement les exposer au gel-dégel. 8 éprouvettes ont été exposées au plus 20, moins 20 du laboratoire dans une enceinte climatique et 8 autres ont été exposées au Mont Igual dans les conditions réelles.
Le but de cette campagne de référence, c'est d'étudier les conditions réelles de gel-dégel en menant l'étude sur 2 types de surfaces d'essai. D'abord, le fond moule qu'on caractérise selon la norme française, mais aussi la surface IE caractérisée selon le SLAP test européen. Voici un extrait des conditions de gel-dégel enregistrées au Mont-Aigoual pour l'hiver 2019-2020 et précisément pendant le mois de mars 2020. Nous montrons les évolutions de la température en surface des blocs du béton et la température de la masse d'air. Et aussi sur le même graphe, nous avons placé les fuseaux de la norme française et du SLAP test qui vont de plus 20 degrés à moins 20 degrés Celsius afin de montrer l'écart entre ce qu'on fait au laboratoire et ce qui est en réalité. Pour l'hiver 2019-2020, nous avons enregistré en surface des blocs du béton 29 cycles fluctuant entre plus 5 et moins 5. Et sur toute la période étudiée, à savoir depuis 2013 jusqu'à 2015 et ensuite dans l'hiver 2019-2020, le cycle plus 20, moins 20 n'a été jamais repéré dans les enregistrements de température. Pour confirmer cette observation très intéressante, nous avons réalisé une étude des conditions de gel-dégel dans les pays à climat modéré ou sévère, comme la Mongolie, Russie, Canada, mais aussi d'autres pays nordiques, dont les résultats ont été récemment publiés dans un article de journal. Dans ces pays les plus froids, les cycles de gel-dégel, lorsqu'ils existent, ils sont d'amplitude 15 à 20 degrés, fluctuant entre plus 10 et moins 10, plus 5 et moins 15, mais jamais du plus 20, moins 20, ce qui confirme l'observation du Mont-Aigoual. Et concernant l'essai du laboratoire, nous avons mené un essai d'écaillage dans lequel on applique 56 cycles fluctuant entre plus 20 et moins 20 degrés, conformément au SLAP test, sur des éprouvettes de béton dont la formulation est la suivante, à 5% d'air entraîné. Pendant l'essai d'écaillage, nous avons mesuré les températures dans les saumures des éprouvettes placées à différentes positions de l'enceinte, avec de thermocouples plongés en surface. Et voici les résultats de cette campagne de référence. Nous montrons les courbes des moyennes des pertes cumulées d'écaillage en fonction des 56 cycles de plus 20, moins 20 du laboratoire à gauche, et à droite en fonction des 29 cycles fluctuant entre plus 5 et moins 5 enregistrés à l'Aigoual pour la saison 2019-2020. Au premier regard, on voit bien que les éprouvettes du labo font beaucoup plus d'écaillage que celles de l'Aigoual. Bien évidemment, les conditions du labo étant beaucoup plus sévères. Aussi, nous avons remarqué une grande dispersion dans les résultats d'écaillage autour de la moyenne pour les éprouvettes du labo. Et ceci en regardant les pointillés verticaux de part et d'autre de la moyenne, donnant les valeurs maximales et minimales obtenues sur les 4 éprouvettes de chaque série. Et pour comprendre les causes derrière cette dispersion dans l'ordre de grandeur de dégradation des éprouvettes du labo, nous avons fait recours à la modélisation numérique, en adoptant une approche micromécanique développée à la base pour pouvoir prédire les déformations de la pâte de ciment exposée au gel-dégel. Cette approche porte sur un modèle d'hydratation permettant de générer une microstructure de pâte de ciment virtuelle 3D qu'on découpe en sections 2D, et sur ces sections, nous appliquons un modèle mécanique d'endommagement dans lequel les effets des pressions qui accompagnent la formation de la glace ont été intégrés dans les lois de comportement comme suivant. Dans cette thèse, on a fait un passage aux échelles supérieures, mortier et béton, par homogénéisation des propriétés thermiques et mécaniques de la pâte hétérogène, dont le coefficient d'expansion thermique alpha qui nous permet de retrouver les courbes de déformation obtenues aux échelles inférieures. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a considéré les cycles de gel-dégel que subissent les éprouvettes réellement dans leur position de l'enceinte à partir des enregistrements de température réalisés pendant l'essai d'écaillage. Et on a appliqué ces enregistrements de température comme chargement thermique dans le code pour modéliser les déformations de volumes élémentaires représentatifs à l'échelle du béton. Et voici les courbes de déformation des différents VER modélisés en fonction de la température. Nous remarquons une grande dispersion dans l'ordre de grandeur des déformations modélisées, dépendamment du chargement thermique appliqué sur le VER. Ceci confirme que la dispersion des conditions thermiques dans l'enceinte engendre des dispersions de dégradation des éprouvettes testées dans l'essai. Bref, cette méthodologie nous a permis de mettre le point sur la non-représentativité du plus 20, moins 20 degrés Celsius versus les conditions réelles du gel-dégel, même dans les pays les plus froids. Aussi, nous avons pu identifier une grande dispersion dans les conditions des essais normatifs actuels et nous avons pu mettre le point sur ce que ça pourrait engendrer en termes de dégradation des éprouvettes testées. Aussi, tout cela met le point sur le manque de fiabilité des essais normatifs actuels et nous ramène à proposer un nouveau cycle de gel-dégel proposé à la base des conditions climatiques dans les pays à climat modéré ou sévère. Et ce cycle, c'est le plus 5, moins 15. Voici les mesures de température dans les saumures des éprouvettes placées à différentes positions de l'enceinte avec le plus 5, moins 15. Nous montrons des courbes de température serrées avec des vitesses de refroidissement et de réchauffement et des points de nucléation répétables, contrairement à la dispersion importante observée avec le plus 20, moins 20. Et concernant les résultats d'écaillage,
Nous avons remarqué une très grande réduction de la dispersion des résultats d'écaillage pour la phase sciée suite à l'homogénéisation des conditions thermiques de l'essai avec le plus 5-15. Le coefficient de variation chute de 80% après 56 cycles de plus 20-20 à 23% après 56 cycles de plus 5-15. Aussi, en traçant les moyennes des pertes cumulées d'écaillage en fonction des cycles de gel-dégel, nous remarquons un comportement régulier du matériau qui se traduit par une allure asymptotique avec le plus 5-15, contrairement à la dégradation continue observée avec les éprouvettes testées au plus 20-20. Le résultat a été trouvé pour les éprouvettes à face sciée, mais aussi pour les éprouvettes à façon moule, ce qui confirme que l'évaluation du béton avec le plus 5-15 est plus rapide et fiable. As for conclusions, this work is contributing in the elaboration of a relevant testing method for characterizing concrete resistance to scaling at European scale. I'm piloting an interlaboratory test to verify the reproducibility of my results between 2 laboratories from France and 2 others from Switzerland. We have developed, as we see, a model that has the ability to predict the degradation of concrete exposed to freeze-thaw without any calibration. When coupled to another model that wasn't shown here due to lack of time, we will be able to provide a useful tool for engineers for predicting deformations at concrete scale under real exposure conditions. Finally, we were spending a lot of money to have a concrete resistance to extreme conditions such as +20, -20. Let's now think to define an optimum concrete mix resistant to real freeze-thaw conditions using low carbon footprint cement. Thank you for your attention. Merci beaucoup pour les 10 minutes exactement. On va vous poser quelques questions. Oui, sûrement. Avec plaisir. Même si le temps est court. Alors, je ne suis pas spécialiste de la problématique du gel, mais alors, première question que j'ai envie de poser, c'est sur l'origine du plus 20, moins 20, en fait, parce que c'est une méthode normalisée. Et généralement, à l'origine d'une méthode normalisée, il y a des campagnes expérimentales qui ont permis d'obtenir ce protocole, en fait. Oui. Et en lisant votre article et puis en vous écoutant, là, je me pose la question, d'où vient ce protocole, quoi, déjà? Pourquoi à l'origine, on avait choisi plus 20, moins 20? Oui, en fait, aucune explication explicite n'est présente dans les normes pour justifier le choix du plus 20, moins 20. Aucune. Mais en discutant de ce sujet avec la comité de normalisation, avec laquelle je suis en direction étroite, on pense que le choix de la température minimale de moins 20 est lié à la stabilisation de la capacité calorifique de l'eau lorsqu'on la regarde en fonction de la température. La courbe de la capacité calorifique de l'eau devient très constante à partir de moins 20. Ça pourrait être une cause théorique derrière le choix de la température de moins 20. Le plus 20 étant une température symétrique à moins 20 par rapport à l'isotherme 0 et garantissant la fonte totale de la glace dans le béton. D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des raisons très pragmatiques parce que là, c'est un essai on va dire un essai accéléré en fait. Est-ce que c'est pas tout simplement un essai qui permet d'obtenir très rapidement de l'écaillage? Bon, après, en conclusion, vous montrez l'inverse. Finalement, le protocole que vous proposez a l'air d'aller plus vite, mais peut-être qu'à l'origine, ça vient de là aussi. Ça pourrait être une des raisons qui a poussé la comité à proposer ce cycle, oui, bien évidemment. D'accord. J'aurais voulu revenir sur la diapositive 17. Oui, d'accord. Avez-vous une explication à proposer pour les résultats que vous observez là, sur le comportement là? Alors, 17. Ici? Oui, voilà. Oui, là, on a calculé le coefficient de variation qui prend en compte la dispersion de l'essai. Suite à l'homogénéisation des conditions thermiques dans l'enceinte et que la température devient uniforme avec ce cycle de plus 5, moins 15, on a moins de dispersion, ce qui se traduit par un coefficient de variation qui diminue de 80% dans le cas où on appliquait le plus 20, moins 20 à la fin de l'essai, à 23% lorsqu'on applique le cycle de plus 5, moins 15. Ce qui dit qu'on a une meilleure répétabilité de la dégradation des éprouvettes en imposant le plus 5, moins 15. On a moins de dispersion. Ce qui va être finalement le plus pénalisant pour l'échantillon, c'est les grandes amplitudes de température, ou alors est-ce que ce seront finalement le nombre de cycles qui va être le plus pénalisant, si je puis dire?
ça sera la masse des écailles détachées en surface du béton. C'est ça le plus pénalisant, c'est la masse des écailles en grammes par mètre carré qu'on récupère au cours de l'essai. Plus ces masses sont dispersées d'une éprouvette à l'autre, parce que pendant l'essai, on mène l'essai sur 4 éprouvettes de chaque série. Plus on a d'une dispersion, moins l'essai est fiable. Est-ce que vous avez testé cet essai pour d'autres types de béton? Parce que là, on voit que au bout de, on va dire, 28 cycles, la masse devient... Enfin, il n'y a pas d'écaillage après 28 cycles, si je comprends bien. Avec le plus 5-15. Ouais. Et donc, alors après, oui, c'est 28 cycles, mais c'est quelle est la durée en fait? Est-ce que 28 cycles... Chaque cycle dure 24 heures. Pour les 2 protocoles? Oui. D'accord. C'est 28 jours. Oui. D'accord. Ça veut dire qu'en 28 jours, on obtient plus d'écailles avec votre protocole qu'avec l'ancien. Est-ce que 28 jours, ça serait la durée pour n'importe quel béton? Est-ce que ça irait aussi vite? Enfin, tout est relatif, bien sûr. Mais... En fait, j'ai fait une manip sur une formulation industrielle qui pourrait être utilisée, enfin, elle est très, très résistante au gel dégel et qui pourrait être utilisée dans un milieu agressif, gel plus sel, et aussi à partir de, je dirais, 21 cycles, entre 21 et 28 cycles aussi, on a cette allure de courbe asymptotique. Ça s'obtient aussi avec une autre formulation. Est-ce que numériquement, vous arrivez à confirmer cette tendance d'une asymptote alors, comme j'ai dit, actuellement, on pilote un essai interlaboratoire, il est en cours, pour vérifier tous ces aspects-là et ça va déboucher vers une correction de la norme actuelle d'écaillage. Si les résultats qu'on obtient dans cet essai interlabo sont conformes à ce que j'ai obtenu. Et normalement, il n'y a pas de raison. D'accord. Tout va dans le bon sens. Bon, merci beaucoup. Question, mais on va s'arrêter là. Oui, c'est très intéressant, mais on est pris par le temps. Merci beaucoup. Donc, merci de libérer l'écran et nous donnons la parole à Mohamed Nouali, qui est parmi nous, je le vois, et qui va nous parler de valorisation de déchets plastiques pour des enrobés routiers. Attends. Pardon? Vous pouvez partager votre écran, s'il vous plaît? Oui. Vous voyez mon écran? Non. Non. Arrêtez. Non. Excusez-moi. Vous avez probablement 2 écrans, non? Non. Je suis C'est sur un. Je suis pas sûr qu'on voit le bon écran. Je ne sais pas. Excusez-moi, monsieur. Comme ça, vous voyez mon écran? Ah, voilà. Très bien. Très bien. À vous de jouer. Je ne sais pas, est-ce qu'il marche par contre? Ah. Oui, ça a l'air de fonctionner. Non, mais il n'est pas. L'animation ne fonctionne pas. Et comme ça, il n'y a rien. Non, on le voyait bien tout à l'heure. Hein. Mais sans les animations. Hein. Oui. Ouais. Sinon, vous pouvez partir c'est ce qui est après moi, le temps que je règle le problème.
Alors, est-ce oui, que Madame Giroudon est parmi nous? Voilà, je sais. Je... je ne suis pas sûr qu'elle soit parmi nous. Non. Je fais partager écran. Et comme ça, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, oui, on le voit. Hein. Comme ça, c'est bon? Tout à fait. Parfait. Je m'excuse pour le retard. Allez-y. Vous voyez que mon PowerPoint ou bien celui-là aussi? Non, non, on voit un PowerPoint. Enfin, on voit votre souris. OK, parfait. Je m'excuse pour le retard. Bonjour tout le monde. Je suis Nouali Mohamed, terre à l'Université de Cergy-Pontoise. Je vais vous présenter une partie de mes travaux de recherche sur la valorisation des déchets de sachets plastiques pour améliorer les performances mécaniques des bitumes et des enrobés bitumineux. As you see here, the plastic production increased exponentially with time in the world. It reached 380 million tons in 2015. But unfortunately, from 1950, only 9% have been of waste plastic have been recycled, 12% have been creamed, while 79% have been rejected in the landfill and nature. As you know, the plastic is non-biodegradable materials. It can remain in nature till 1,000 years. According to ERD Research Center, around 1.5 million animals killed by plastic waste each year. On the other hand, the traditional asphalt mix cannot support actually the mechanical and thermomechanical stress applied on the road pavements. Indeed, the insufficient behavior of these materials contribute largely on the premature degradation of bituminous pavements. So the objective of our research is to valorize the plastic bag waste to improve the mechanical performance of bitumen and asphalt mix. Pour réaliser notre travail, on a utilisé un bitume de classe 50-70 et des déchets de sachets plastiques déchiquetés avec une taille comprise entre 2 et 5 mm. On a mélangé les deux matériaux à haute température pendant 1 heure en utilisant une vitesse de malaxage de 1200 tours par minute. Et pour caractériser le bitume modifié, on a utilisé les essais physiques, les essais rhéologiques et des images microscopiques pour voir la distribution des particules de plastique dans la matrice bitumineuse. Je vous montre ici la variation du module complexe pour les deux bitumes, le bitume pur en noir et le bitume plastique en rouge. Et on remarque que le module complexe augmente après l'ajout de plastique, notamment à haute température, ce qui montre que l'ajout de déchets de sachets plastiques améliore la rigidité des bitumes à haute température. Ici, je vous montre la variation du paramètre d'ornirage G étoile sur sinus phi en fonction de la température. Et selon le critère Sharp, la température provoquant l'ornirage correspond à G étoile sur sinus phi égale 1 kPa. On peut bien remarquer que cette température a été augmentée avec plus de 10 degrés après l'ajout de sachets plastiques. En fait, l'ajout ou bien l'incorporation de déchets de sachets plastiques améliore la résistance à l'ornirage des enrobés bitumineux. Mais malheureusement, le problème majeur des bitumes modifiés par les déchets plastiques, c'est la séparation de phases durant leur transport et leur stockage dans les silos de stockage dans les centres d'enrobage à haute température. En fait, on trouve une phase riche en plastique dans la partie supérieure et une phase riche en polymère dans la partie inférieure. Je vous explique ici brièvement le problème de séparation de phase des bitumes modifiés par le plastique. Lors de l'agitation, les particules de plastique sont en parfaite dispersion dans la matrice bitumineuse, formant un système colloïdal. Une fois on arrête l'agitation, les particules de plastique commencent à se rapprocher les unes aux autres par l'effet de flocculation. Et une fois la température de la matrice bitumineuse dépasse la température de fusion des particules de plastique, les particules de plastique coalescent et forment des grandes gouttelettes. Et après, par l'effet de gravitation, ces formes gouttelettes ainsi formées crèment et se déplacent vers la partie supérieure. Et on trouve les deux parties, une phase riche en plastique dans la partie supérieure et une phase riche en bitume dans la partie inférieure. Pour évaluer ce problème de séparation de phase, on utilise l'essai dit de stabilité, l'essai normalisé dit de stabilité au stockage.
En fait, l'essai exige que le bitume soit stocké d'une manière statique dans des tubes en aluminium en reproduisant les silos ou bien les réservoirs de stockage des bitumes dans le centre d'enrobage. Après 48 heures de stockage à haute température, on divise l'échantillon en 3 parties égales et on caractérise la partie supérieure et la partie inférieure en utilisant l'essai de température de ramollissement. Et s'il y a une faible différence entre les deux parties, on peut dire qu'il n'y a pas de séparation entre le bitume et le plastique et que le mélange bitume-plastique est stable durant son stockage à haute température. Sauf qu'en réalité, durant le stockage des bitumes dans les silos de stockage, les bitumes subissent une agitation continue durant toute la durée de stockage pour homogénéiser la température de mise en place et de mise en œuvre des bitumes lors de la fabrication des enrobés bitumineux. On a trouvé que l'essai normalisé ne prend pas en considération l'agitation continue durant le stockage, alors l'essai normalisé ne reflète pas les conditions réelles de stockage des bitumes dans le centre d'enrobage, parce que le bitume, en réalité, subit une agitation continue durant toute sa durée de stockage. Pour mieux reproduire le stockage ou bien les conditions de stockage des bitumes modifiés, on a introduit une faible agitation continue dans l'essai de stockage. Et on a réalisé 2 modes de stockage, le stockage dynamique, c'est-à-dire avec une faible agitation continue, et le stockage normalisé statique. Après 48 heures de stockage, on a divisé les échantillons en 3 parties égales et on a caractérisé les 3 parties en utilisant les essais physiques, rhéologiques et des images microscopiques pour voir la distribution des particules de plastique durant le stockage selon les 2 modes. Je vous présente ici la variation du module complexe en fonction de la température pour le stockage normalisé. Ça, c'est la variation de la partie supérieure en fonction de la température. On remarque que la partie supérieure, elle est présente plutôt un comportement élastique, une faible variation du module complexe en fonction de la température, tandis que les 2 autres parties inférieures et intermédiaires présentent un comportement viscoélastique et elles sont pratiquement confondues avec le bitume pur, ce qui montre que la majorité des plastiques sont déplacés vers la partie supérieure durant le stockage normalisé. Par contre, durant le stockage avec une faible agitation continue, on a trouvé que les 3 parties présentent un comportement viscoélastique et sont pratiquement confondues avec le bitume plastique avant son stockage, ce qui montre que les 3 parties contiennent des quantités pratiquement équivalentes des particules de plastique. Le calcul de l'indice de séparation de phase a montré que cet indice est largement supérieur à 0 pour le stockage normalisé, c'est-à-dire qu'il y a une nette séparation entre le bitume et le plastique durant le stockage. Par contre, cet indice est très proche de 0 en utilisant une faible agitation, un stockage avec une faible agitation continue, ce qui montre qu'il n'y a pas de séparation de phase entre le bitume et le plastique. Les observations microscopiques ont montré que la totalité des plastiques sont agglomérés dans la partie supérieure. Par contre, on n'a rien trouvé dans la partie inférieure pour le stockage normalisé, stockage statique, ce qui montre qu'il y a une totale séparation entre le bitume et le plastique durant le stockage normalisé. Par contre, en gardant une faible agitation continue, on a trouvé une parfaite distribution des particules de plastique pratiquement sur tout l'échantillon, ce qui montre que l'essai normalisé exagère la tendance de séparation de phase. Dans ce travail, on a fortement critiqué l'essai normalisé. At the end of the work, we found that the addition of plastic increased the thermal resistance, the rotting resistance, and the aging resistance of bitumen. And in terms of phase separation, we found that there is total separation between plastic and bitumen according to the normalized storage. So the normalized storage does not reflect really the practical storage conditions of bitumen, but there is no separation between plastic and bitumen during the dynamic storage. So the dynamic storage reflects better the practical storage conditions. Merci de votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation très dynamique. Merci. Dommage qu'on a perdu un petit peu de temps au tout début. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste d'enrobés bitumineux, mais une première question moi, sur l'utilisation des plastiques. Là, dites-moi, comment est-ce qu'on fait pour s'assurer qu'on ait des plastiques avec des compositions à peu près, pas forcément identiques, mais dans une gamme de compositions
assez proche, de manière à ce qu'on puisse le valoriser à grande échelle dans ce type d'application et dans ce type de matériaux? On a utilisé des déchets de sachets plastiques avec composition chimique identique et on a déchiqueté les sachets plastiques en des filaments compris entre 2 et 5 mm. Et la quantité, ça représente une quantité importante? Non, c'est des très faibles quantités. On a utilisé en fait 0,7% par rapport à la masse de bitume. C'est très, très faible quantité. Et on a trouvé qu'il y a une grande amélioration en termes de résistance, notamment à haute température. C'est-à-dire avec une quantité de 1 tonne, on peut fabriquer des kilomètres et des kilomètres de couches de roulement. D'accord, donc plutôt intéressant. Et une autre question par rapport à la stabilité de ce polymère, si je puis dire. Vous faites une agitation, donc un malaxage à 170 degrés. Oui. Le plastique est stable? On n'induit pas des modifications de celui-ci? Non, on a réalisé des essais ATG, ATD. On a trouvé que le plastique décompose à partir de 450 degrés. D'accord, ok. Ouais, j'ai un peu le même genre de question. Est-ce que le plastique que vous avez étudié est représentatif des plastiques qui sont produits annuellement? Oui, on a utilisé les sachets plastiques avec un bitume particulier et un plastique particulier. Et question suivante, est-ce qu'on peut généraliser vos résultats en fait? Oui, on a utilisé un plastique particulier, c'est le LDPE, Low Density Polyethylene, c'est des sachets plastiques. Mais il y en a qui utilisent les HDPE, c'est High Density Polyethylene, c'est-à-dire les bouteilles, etc. Mais c'est pratiquement les mêmes résultats, on a trouvé. D'accord. Que ce soit en termes de rigidité ou bien le problème de séparation de phase. Et donc, pour vous, les résultats seraient généralisables? Oui. OK. Par rapport à la teneur en plastique que vous avez choisie, 0,7%, pourquoi cette teneur On a fait une étude antérieure, on a fait varier de 0,5 jusqu'à 1,5% par rapport à la masse de bitume. Et on a trouvé qu'à partir de 0,9%, pratiquement, il n'y a pas de grand effet sur les caractéristiques mécaniques à haute température. Et on a trouvé aussi, lorsqu'on augmentant le pourcentage de teneur en plastique, le bitume devient hétérogène à vue d'œil, c'est-à-dire la quantité de plastique est élevée, parce que le plastique, il a un faible poids. D'accord. Ça veut dire quoi, hétérogène à vue d'œil? Je n'ai pas compris, moi, pardon. C'est-à-dire on ajoute, par exemple, 1,5% de plastique dans un bitume et on trouve la surface, le plastique qui flotte et la surface du bitume devient rigoureuse. Vous voulez dire qu'on ne peut plus assurer un mélange homogène en fait, entre voilà. le plastique et le bitume. Voilà. C'est-à-dire la quantité huileuse qui existe dans le bitume, parce que le bitume, il y a une fraction solide et il y a une fraction huileuse. La quantité huileuse pour disperser les particules de plastique, c'est insuffisante. Et nous, on a utilisé un bitume sous-MIMO, c'est-à-dire voilà, de classe 50-70. Si on veut utiliser plus de quantité, il faut utiliser des liquides un peu mous, des liquides des bitumes 80-100 ou bien... Oui, d'accord, donc adapter le bitume, la quantité. Voilà. Ouais. Et donc aujourd'hui, on utilise ce type, je dirais, d'enrobé bitumineux avec des plastiques dans une filière de valorisation. C'est utilisé donc? Oui, oui. Ah, d'accord. Non, en fait, on a critiqué dans ce travail la norme de stabilité au stockage. Oui, bien compris. Ouais. Voilà. Et est-ce que votre essai est représentatif de ce qui se passe dans un stock Oui. Là, vous avez des petites éprouvettes, il me semble. Oui, on prend le rapport diamètre sur hauteur et le volume de bitume, c'est-à-dire masse de bitume dans le silo de stockage. Et on prend le rapport diamètre par hauteur de réservoir de stockage et on fait des éprouvettes en aluminium équivalent. C'est-à-dire en gardant le rapport diamètre sur hauteur et par masse de bitume dans l'éprouvette. D'accord. Et l'agitation, c'est la même? Est-ce que c'est représentatif en termes de vitesse? Oui, en termes de vitesse, c'est vers 250-300 tours par minute. C'est une vitesse lente pour homogénéiser la température. OK. OK. Bon, je vous remercie Merci pour vos réponses aux questions et cette présentation. Merci beaucoup. Donc on va passer à la dernière présentation.
Madame Giroudon. Oui, je suis là. Je vais présenter. Je vais mettre ma caméra et partager mon écran. Je suis là. Du coup, c'est bon pour vous? Je peux commencer? Très bien. C'est bon pour vous. Allez-y. Okay. J'attends juste que ça se mette en scène. Donc, bonjour à tous, je suis Marie Giroudon et ma présentation concerne la biodétérioration de différents liants par le milieu liquide de la méthanisation. So first, I'm going to explain the context. So what is the anaerobic digestion? It consists of the transformation of organic matter into biogas and digestate thanks to the action of microorganisms. The biogas can be valued in many ways, such as the injection into the gas network or heat and electricity production, and to digestate is used as a fertilizer and a soil improver. Biogas production advantages are the production of a renewable energy, the methane contained into the biogas, the reduction of greenhouse gas emissions, the increase of the farmer incomes, and waste recycling. The law of 2015 demanded 32% of renewable energy in 2013 in France. That's why the anaerobic digestion is strongly encouraged, with more than 300 biogas plants built each year in Europe, with the concrete being the most used material. The problematic is that anaerobic digestion produces a medium containing microorganisms, intermediate metabolites such as acid, pH, and temperature conditions that are favorable to the biodeterioration of concrete structures. It can lead to both economic and environmental consequences, such as the cost of repair work, production stoppage, decrease in the amount of biogas recovered, and the release of pollutants into nature. In a context of strong expansion of the anaerobic digestion sector, and in order to ensure the sustainable development of the sector, this work focuses on the durability of concrete used in the construction of anaerobic digestion plants. The main objectives of the study is to bring a detailed understanding of deterioration mechanisms at the local scale and to identify sustainable materials. Je vais maintenant repasser en français et vous présenter le dispositif expérimental que j'ai utilisé. Donc, il est basé sur des bioréacteurs fermés hermétiquement, dans lequel, je suis allée dans le mauvais sens, dans lequel j'ai inséré donc, du maïs à digérer. Donc, le maïs, c'est le substrat, et ainsi que des micro-organismes qui permettent du coup la digestion anaérobie. Dans des bioréacteurs, donc j'ai inséré des pâtes de ciment, à base de ciment Portland, le CM1, un ciment à base de laitier du CM3 avec environ du coup, 70% de laitier, et une pâte de ciment, un géopolymère, un méthacolin alcali activé. Donc ces expériences ont été faites en doublon et ont duré au total 245 jours, divisés en 5 cycles de digestion anaérobie. Donc un cycle de digestion anaérobie, en fait, ça consiste à digérer, utiliser toute la matière qu'on a mis, donc tout le maïs qu'on a mis en entrée, et qui soit transformé en biogaz. Donc, un cycle se terminait lorsqu'il n'y avait plus de production de biogaz dans les bioréacteurs. Donc, ça veut dire que le temps du cycle pouvait varier en fonction du coup, de l'efficacité des micro-organismes. On a un premier cycle d'environ 10 semaines et les suivants sont d'environ 5 semaines parce que les micro-organismes deviennent de plus en plus efficaces sur les tâches de digestion. Tout au long de cette expérience, des analyses des phases liquides et gaz ont été effectuées, donc notamment des mesures de pH, des analyses de composition chimique et concentration en acide, également la composition gazeuse, et ça a également permis le calcul de la teneur en CO2 aqueux et en ammoniac dans le milieu. À la fin du 3e cycle et également à la fin du 5e cycle, les matériaux ont été retirés des bioréacteurs afin d'être analysés. Donc d'une part, des analyses minéralogiques avec de la diffraction de rayon X, et d'autre part, des analyses microstructurales et chimiques avec l'utilisation de la microsonde électronique et de la microscopie électronique à balayage. Je vais maintenant passer aux résultats sur les interactions entre le matériau et la phase liquide, en commençant par le résumé des conditions biochimiques agressives qu'on retrouve dans le milieu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la méthanisation ou digestion anaérobie consiste à transformer des biodéchets
en biogaz qui est constitué du coup de CO2 et de CH4, donc le méthane. Et ce processus se passe en fait dans des structures en béton qui comportent deux parties principales, la phase liquide et la phase gaz. Donc on retrouve bien sûr dans la phase gaz le produit final qui est le biogaz, et dans la phase liquide, on retrouve des produits intermédiaires, hein, puisque comme on le voit, il y a plusieurs étapes avant d'arriver au biogaz. On a notamment des acides gras volatiles, de l'ammonium, du CO2 dissous, des micro-organismes dans le liquide et également sous forme de biofilm le long des parois de la structure en béton. Ces composés peuvent être agressifs pour la matrice cimentaire, c'est notamment le cas des acides gras volatiles et de l'ammonium, hein, donc qui sont très agressifs et provoquent la lixiviation de la matrice cimentaire, le CO2 dissous qui provoque de la carbonatation et ou une attaque par l'acide carbonique, et enfin le biofilm microbien qui augmente localement la concentration des agents agressifs, l'intensité des dommages, les cinétiques de détérioration. Dans le cas de notre étude, donc avec le maïs, on a pu observer du biofilm microbien en surface des échantillons. On a des concentrations en acides gras volatiles de plusieurs grammes par litre, hein, ce qui est important, des concentrations maximales en ammonium de l'ordre de 300 mg par litre, et on a une concentration en CO2 dissous de l'ordre du gramme par litre tout au long de notre expérience. Je vais maintenant vous présenter la biodétérioration des matériaux cimentaires dans la phase liquide d'un méthaniseur. Alors, je vais vous présenter la démarche expérimentale à travers un exemple. Donc, j'ai choisi la pâte de CM3. Donc, seuls les résultats en fin d'expérience seront présentés, faute de temps. Des observations microscopiques, d'une part, et des analyses chimiques fines effectuées du coup par microscopie électronique à balayage et microsondes électroniques ont été effectuées de la surface au contact avec le biodéchet vers le cœur sain. Elles permettent de définir une zonation associée à des modifications chimiques. Donc, par exemple, la zone A, ici, qui correspond à la zone C, donc c'est la composition chimique d'une pâte de CM3 non détériorée. Ensuite, on observe dans la zone B qu'il y a une diminution de la teneur en CaO et un enrichissement en sulfate ici, donc le sulfate en bleu et le calcium en gris. Dans la zone C, on observe une augmentation de la teneur en calcium et une diminution de du total des oxydes. Dans la zone D, on a la stabilisation de la teneur des oxydes majeurs. Et enfin, dans la zone 2, on observe, donc qui est la plus extérieure, la chute du total des oxydes et également une chute de la densité qu'on peut observer sur l'image de microscopie électronique à balayage en mode BSE. Donc, en plus des analyses chimiques et des observations MEB, des analyses minéralogiques sont effectuées afin d'analyser les phénomènes de dissolution, précipitation des phases cristallisées. Alors, toutes ces analyses sont complémentaires et leur combinaison permet de déceler les phénomènes de modification de la pâte. Donc, par exemple, avec plusieurs analyses de DRX en fonction de la profondeur, on peut observer ici que si on passe, lorsqu'on passe de la zone A à la zone B, on a déjà la dissolution de la portlandite, donc on a une dissolution des phases initiales cristallisées qui correspond à la diminution aussi de la teneur en CaO, et également une intensification des pics d'étragite quand on compare la zone A et la zone B, ce qui correspond aussi à l'enrichissement en soufre qu'on avait pu observer. Il y a également, donc en zone C, on observe la précipitation de carbonate de calcium avec de la calcite et de la vatérite, ce qui correspond à l'augmentation de la teneur en CaO ici. Donc, le bilan de ces analyses à l'issue de l'expérience montre donc, tout d'abord pour les pâtes à base de CM1 et CM3 des phénomènes de dégradation qui sont similaires. On observe de la décalcification et lixiviation ici en zone B, et également de la carbonatation avec la présence de calcite et vatérite en extérieur. Cependant, on observe sur la pâte de CM3 une zonation qui est différente, avec notamment une profondeur altérée qui est bien plus importante. On est ici à 1200 microns contre 600 microns ici. Et en fait, cela pourrait être dû aux phénomènes de carbonatation qui ont été observés, puisque la carbonatation des matériaux contenant du laitier augmente leur propriété de transfert, ce qui a pu augmenter la pénétration des agents agressifs dans la matrice. Enfin, pour conclure sur le méthacholine alcali activé, on observe seulement une dissolution sur une fine couche extérieure d'environ 200 microns et une grande stabilité du matériau face à l'attaque. On peut donc établir une tendance à partir des profondeurs altérées avec le matériau ayant la plus faible profondeur altérée, donc le méthacholine alcali activé, puis le CM1 et enfin le CM3. So now I would like to conclude. First, for the CM1 and CM3 based, we've seen both phenomenon of decalcification and carbonation of the matrix.
And in the long term, the carbonation mechanisms are predominant, which leads to a specific zonation and high degraded depths for the CM3 paste. So the almost systematic use of slag in concrete for agricultural purposes could therefore be questionable. And finally, the geopolymer, metakaolin-based alkali activated materials, showed a very stable behavior, which is very interesting for this study. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci. Vous pouvez continuer à partager l'écran. Ah oui, ça partage. Non. D'accord. En fait, j'ai juste quitté le mode présentation, mais ça a tout. Ok, donc merci pour la présentation. Donc sur un sujet qui est très d'actualité, puisque les usines de méthanisation ont l'air d'être en plein boom en Europe et en France en particulier. Donc en fait, vous concluez que les ciments CEM3 sont peut-être pas aussi bons qu'on le croit, en fait, si je comprends bien vos conclusions. Oui, en fait, on était derrière. C'est pour ça que j'ai décidé de présenter ça, parce que c'était un peu une surprise pour nous, parce que les CM3, c'est ceux qui sont recommandés, qui sont très utilisés pour toutes les structures agricoles. Et en fait, là, on se rend compte, alors juste une petite précision, au niveau du contexte, là, dans cette étude, on a utilisé du maïs qui est connu, en fait, pour produire beaucoup d'acide lorsqu'il est digéré. Donc, nous, on s'attendait plutôt à beaucoup de lixiviation, beaucoup de décalcification, et pas forcément des phénomènes aussi intenses, en fait, de carbonatation. Et donc, on observe que même si on a des substrats différents, des substrats qui produisent beaucoup d'acide, c'est la carbonatation qui semble être prédominante, et ça semble poser un petit peu problème pour les ciments à base de laitier, donc ce qui était en fait, qui pourrait être problématique. Et cette carbonatation provient de la teneur en carbonate très grande du liquide, en fait. Oui, c'est ça. En fait, on a brièvement vu qu'il y avait plusieurs étapes de dégradation, et au cours de la dégradation, par exemple du maïs, ou ça peut être d'autres biodéchets, donc il y a le CO2 qui passe en fait en phase liquide avant de passer en phase gaz. Et donc il peut y avoir des concentrations même. Alors il y a des concentrations importantes tout au long de l'expérience. Il peut même y avoir des pics de concentration qui ne sont pas forcément mesurés. Et surtout il y a un flux en fait de CO2 au contact du matériau qui est constant et qui est tout le temps important en fait. Et au niveau des mécanismes, je lisais dans votre article que vous mentionnez le fait qu'il y avait bien évidemment, et vous l'avez encore illustré ici, des mécanismes de précipitation, dissolution, et vous disiez que la microstructure n'ont pas l'air d'être modifiée. Alors c'est quelque chose que je n'ai pas bien compris, moi. Pouvez-vous m'apporter des éléments de réponse à cette affirmation? Bien sûr. Alors, j'avais effectivement, d'après la revue, un petit peu modifié cette phrase en réponse, mais je vais préciser bien sûr à l'oral. En fait, c'est vrai, on n'a pas fait. C'est compliqué aujourd'hui de faire des essais, par exemple, de porosité sur. Là, on est sur des zones dégradées qui sont totalement de quelques centaines de microns. Donc, en fait, on a déjà essayé de détacher, etc. Donc là, c'était vraiment que de l'observation à microscopie électronique à balayage. Donc, ce qu'on peut dire, c'est juste au niveau de la densité, on n'a pas observé une modification majeure de la densité et de la microstructure. Après, et vous n'observez pas l'apparition de pores ou de dissolution de phase minérale, même à ces échelles-là au MEB? Alors, ce qu'on observe, c'est la dissolution des anhydres, parce qu'en fait, c'est très facile de les voir en microscopie électronique à balayage. Donc, on observe que sur les zones extérieures, on a la dissolution de ces anhydres. Par contre, on a, comme je l'ai un petit peu montré, on a des zones qui peuvent apparaître plus foncées. Donc, on sait qu'on a une densité qui est moindre, sûrement de l'apparition de pores. Mais en tout cas, lorsque je l'ai dit... Enfin, il y a des zones, donc ça c'est vraiment sur les zones extérieures. Par contre, les zones intermédiaires, parfois, c'est vrai que visuellement, on ne voit pas vraiment de différence, alors que chimiquement, on a quand même des tendances où, par exemple, il y a de la décalcification, de la carbonatation. D'accord, ouais. Ok, ouais. Est-ce que vous avez essayé d'analyser la solution également? Alors, oui. Alors, la solution, le milieu liquide ou la solution interstitielle? Alors, des deux, si vous voulez. D'accord. Ouais. Alors, le milieu liquide, il est
bien sûr, en fait, il a été analysé. Alors moi, sur ma thèse, j'ai vraiment fait des deux, c'est-à-dire que j'ai vraiment étudié le milieu et son évolution tout au cours du temps, et j'ai mis en relation en fait avec les modifications que j'ai pu observer au niveau du matériau. Donc, en fait, on a toutes les données sur, par exemple, les concentrations en acide, leur évolution dans le temps en fonction des cycles, et aussi tout au long du coup de l'expérience, pour l'ammonium également, le CO2 dissous. Donc, en fait, on s'est surtout intéressé aux composés agressifs majeurs, mais ouais, j'ai ces données, effectivement, que je n'ai pas présentées ici. En fait, non, mais mon idée, c'était plus, est-ce qu'on retrouve dans la solution là, des éléments de la matrice cimentaire? Oui, alors le calcium, effectivement, on le retrouve dans la solution. D'accord. Ok. Et la solution interstitielle, du coup? Non, alors du coup, la solution interstitielle, on n'a pas étudié, mais en même temps, comme c'est des échantillons en immersion, bon, je pense que déjà, si on peut avoir des informations sur le milieu liquide, ça nous permet déjà d'évaluer certains échanges. D'accord. Ok. Ok. Ouais, il y aurait beaucoup d'autres questions, mais bon, je crois qu'on va s'arrêter là. Merci. Merci beaucoup. Merci. Donc, j'arrête du coup le partage d'écran maintenant. Maintenant, oui. Ok. Merci. Donc, on arrive à la fin de cette session et de ce jury 3. Je ne sais pas, Philippe, si tu veux rajouter quelque chose. Ouais, bah, merci à tous pour votre participation. Et on a juste 10 minutes de retard, donc ça va. On a assuré. On n'entend pas, là? On n'entend pas. On n'entend pas. Ouais. Non. Le micro ne veut pas fonctionner. Écoutez, merci et comme ça, c'est bon? Ah, voilà, là, c'est bien. Pardon, j'ai cru que ça ne marcherait pas. Non, je vous remercie parce que vous avez géré le temps, pas de façon parfaite, mais presque. Franchement, c'était très bien. Merci à vous. Et puis, merci aux présentateurs. Et puis, je vous donne rendez-vous dans quelques minutes pour la session 1 avec le lien qui vous a été envoyé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.